Monsieur le ministre, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce Forum Europe. Et c'est tout notre établissement qui est fier de pouvoir vous entendre ce soir dans un amphithéâtre qui porte le nom de l'abbé Grégoire, une personnalité dont vos combats incarnent si bien l'héritage. Car vous portez haut et fort des couleurs, des valeurs qui nous sont chères. Vous êtes profondément attaché au travail de réflexion, à l'avancée des connaissances, et vous avez récemment tracé un avenir de la géopolitique. Et puis, vous portez des thèmes, des sujets extrêmement graves et extrêmement importants. En cette année 2017 si particulière, votre voix résonne pour nous toutes et nous tous. Je voudrais renvoyer à une intervention récente, puisque c'était il y a quelques jours dans Le Monde, où vous avez montré combien la tragédie d'Alep symbolisait l'effondrement des politiques occidentales, guidées, je vous cite, par la morale et par l'éthique. Vous appelez, je vous cite toujours, à résister à un Jurassic Park, représenté, l'actualité malheureusement devant nous, par l'arrivée au pouvoir de Trump, par Poutine et par l'islamisme. Et puis vous nous invitez à aller à la rencontre des peuples par un sursaut, pour un sursaut, et notamment sur les questions qui nous réunissent ce soir, qui sont les questions de l'Europe, de l'avenir, du rapprochement de tous nos peuples. Donc c'est un moment très important pour notre établissement. Nous sommes très fiers de commencer l'année 2017 en vous écoutant. Et je suis vraiment très heureux de saluer le programme citoyen que vous nous proposez et très heureux de vous accueillir ce soir. Merci beaucoup Olivier, bonjour à tous, bienvenue de nouveau pour cette énième année de Forum Europe, très bonne année à vous tous. Nous avons beaucoup de chance effectivement de commencer cette année par l'intervention d'Hubert Védrine que vous connaissez tous, je ne vais pas le représenter. Juste pour dire qu'il a été pendant les 2 septennats très proche de François Mitterrand et ensuite ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement de Lionel Jospin. Il est depuis il voyage, il enseigne, il écrit, il réfléchit. Il est devenu une des voix écoutées, respectées, non seulement en France, mais en Europe, sur l'évolution du monde, sur l'évolution de la sécurité internationale. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, il y a de quoi penser et repenser s'agissant du monde et de la sécurité internationale. Il y a quelques années, on disait que tous les 5 ans, il y aurait une révolution technologique qui allait changer le monde. Moi, je ne les ai pas vus, mais moi, j'ai l'impression que tous les 6 mois, il y a une révolution politique qui peut changer le monde et pas forcément en mieux. Et donc, Hubert Védrine vient de sortir, enfin, a sorti juste avant Noël, un livre qui s'appelle « Sauver l'Europe ». Il avait sorti l'année dernière un ouvrage sur le monde au défi chez Fayard. Et donc, nous continuons avec lui cette réflexion sur l'évolution du monde. Hubert, c'est à vous. Je vous remercie infiniment. Merci, monsieur. Ça marche ? Voilà. Merci, monsieur l'administrateur général, pour vos propos et votre accueil. Et merci aussi à Nicole Niesotto qui m'a convaincu pour la 3e fois de venir vous rencontrer. Et vous avez tous du mérite d'être là par ce froid. Je dis ça par automatisme parce que j'aime le froid, moi, en fait. J'aime le froid sec. D'ailleurs, j'ai un livre pour plus tard, je n'ai pas le temps de l'écrire pour le moment, qui s'appellera « Éloge du froid sec ». Pas mal. Oui. C'est un best-seller futur. Bon, alors, vous m'avez invité à parler essentiellement de l'Europe. À partir de ce petit livre récent, « Sauver l'Europe », point d'exclamation, pas d'interrogation. Donc, il existe d'ailleurs maintenant sur Amazon une version anglaise, « Save Europe ». Je vais me concentrer là-dessus, évidemment, ça touche à d'autres sujets, l'état actuel du monde, dont je dis 2 mots juste avant de commencer. Je l'avais d'ailleurs déjà dit quand j'étais venu, donc peut-être que des gens ici l'ont déjà entendu. Pour moi, le cadre général du monde et des relations internationales, il faut le rappeler en un instant, après la fin de la guerre froide, qui n'est pas la chute du mur, qui est la fin de l'URSS, fin 91. À partir de 92, on est dans le monde global. Dans le monde global, on se fait, nous les Occidentaux, pas mal d'illusions.
On peut dire aussi que ce sont des espérances légitimes, mais on pense qu'on est entré dans la communauté internationale, alors qu'en fait, il n'y en a pas encore. Bon. Les Américains voient ça à travers leur leadership, un nouvel ordre international sous la conduite éclairée des États-Unis. Et les Européens pensent qu'ils entrent dans un monde post-tragique, post-historique, donc la fameuse communauté internationale, et que l'Europe va continuer à être construite, etc. Et puis la prévention des conflits, le cadre des Nations Unies, la Cour pénale pour punir les méchants. Enfin, il y a toute une espèce de vision qui est très forte pendant 20 ans, quoi, 20-25 ans, avec des variantes américaines ou européennes, mais quand même cette vision-là. Tout ça s'écroule sous nos yeux, soit parce que ça s'écroule en vrai, soit parce que nos espérances étaient trop décalées par rapport aux réalités, nos espérances, nos croyances, nos illusions, ça dépend comment on veut l'entendre. Ou alors parce que dans le monde global, qui est agité de soubresauts permanents, il y a des phénomènes très surprenants qui ne remettent pas en cause le fait qu'on est dans un monde global dans lequel plus personne ne domine l'ensemble. Il n'y a plus l'hyperpuissance dont je parlais dans les années 90. Donc il y a des pays qui montent, la Chine monte bien sûr, il y a des convulsions dans l'islam, il y a plein de choses, mais c'est toujours cette espèce de monde global qui n'est pas ordonné, qui n'est pas vraiment régulé, qui n'est pas conduit. Tout ce qui est ONU, G20, G7, ce sont des enceintes, ce ne sont pas des pouvoirs. Et la fameuse communauté internationale, elle est à construire, elle est à espérer. Il y a un système multilatéral dans le monde entier, mais il n'y a pas de communauté internationale des peuples. Les gens ne pensent pas du tout la même chose, ils n'ont pas peur des mêmes choses, ils n'ont pas les mêmes espérances. Donc tout ça, vous voyez, le décalage entre ce que nous avons cru, nous spécialement les Européens, et ce qui se passe, c'est un décalage douloureux, pénible. Et c'est là où je disais, dans des articles récents, on a cru être dans la communauté internationale et on se retrouve dans Jurassic Park. Qu'est-ce qu'on va devenir dans tout ça? Donc ça, c'est un cadre que je devais rappeler de façon un peu exagérée, quoi, un peu synthétique, avant de vous parler Europe, parce qu'on ne parle pas de l'Europe n'importe quand. Il ne s'agit pas de n'importe quelle Europe dans un cadre X ou Y. Bon, voilà pour le contexte. Et ne vous attendez pas dans ce cadre international à un moment d'accalmie. Il n'y aura pas de mer calme. Vous ne verrez pas de mer calme. Mais ce n'est pas non plus les cyclones permanents partout. On est entre les deux. Donc pour ceux qui font du bateau, c'est mer agitée, quoi, vous voyez, agitée à très agitée. On est force 5, 6, 7, ça dépend des endroits, c'est pas mal déjà. Mais bon, je ne crois pas que ça va s'aggraver ni se généraliser. Bon, alors, notre gentille Europe là-dedans, je ne vais pas reprendre toute la construction européenne. Je souligne simplement que la façon dont on raconte la construction européenne est souvent inexacte. C'est un peu une histoire pour les enfants qui est sympathique, hein, qui est pleine de bonnes intentions, mais c'est souvent inexact. Par exemple, on dit l'Europe c'est la paix. En fait, l'Europe est la fille de la paix. Ce n'est pas l'Europe qui a fait la paix, ce sont les Soviétiques en résistant à Stalingrad et les Américains avec le débarquement. Les Européens qui sont venus après, ils ont tiré parti intelligemment de cette paix, mais ils n'ont pas fait la paix. Vous voyez la chronologie. Même si, encore une fois, ce qui a été fait après était tout à fait intelligent. D'autre part, on a zappé, surtout en France, les premières années, le rôle des États-Unis. C'est parce que les États-Unis ne veulent pas laisser l'Europe de l'Ouest tomber sous l'influence de Staline, qui est une vraie menace à l'époque, avec des partis communistes totalement staliniens, totalement télécommandés, très puissants, 30% des voix, des choses comme ça. C'est parce qu'ils ne veulent pas ça qu'ils inventent le plan Marshall dans la période la plus intelligente et la plus créatrice de la politique étrangère américaine, c'est-à-dire la fin de Roosevelt, mais plus encore Truman, Marshall, etc. Et donc, c'est dans cette période que les Américains disent aux Européens, vous devez travailler ensemble maintenant pour redresser l'Europe de l'Ouest, pour qu'elle ne sombre pas dans le chaos. Et d'ailleurs, il y a le plan Marshall. Il faut vous organiser. On va distribuer l'argent du plan Marshall, il faut une organisation. Les Français de l'époque disent, oui, mais nous, on ne veut pas travailler avec les Allemands. Oui, mais c'est plus Hitler, c'est Adenauer, c'est pas pareil. Oui, enfin, c'est quand même les Allemands. Et on n'a pas fait le traité franco-allemand en 1946, hein. Dans toutes les commémorations franco-allemandes, à la fois sympathiques et un peu fatigantes, maintenant, s'il y en a eu trop, on fait comme si on avait signé le traité de 1963, juste après la guerre. Il y a une longue période entre les deux, en fait. Et quand on en arrive à l'idée européenne proprement dite, les pères fondateurs, enfin, ceux qu'on cite d'habitude, Schuman et Monnet, moi je pense que ce sont Staline et Truman, les pères fondateurs. C'est la menace de Staline, c'est la réponse de Truman. Mais Schuman et Monnet, ils veulent qu'il y ait une entité prospère et riche, Europe de l'Ouest, sous le parapluie américain, parce qu'il n'y en a pas d'autre,
Et c'est un projet économique. À l'origine, il n'y a aucun projet de faire une puissance européenne, surtout pas. D'abord, l'Europe en est incapable à l'époque, et puis ça va semer le désordre dans le système de sécurité qui a été installé. C'est longtemps après avec le traité de Rome 57, mais c'est un projet économique, un projet de marché. C'est encore plus longtemps après, c'est quand Mitterrand et Kohl, en 84 à Fontainebleau, débloquent l'Europe qui avait entre-temps été enlisée par Madame Thatcher, qu'ils décident ensemble de mettre Delors à la tête de la Commission. Donc là, il y a un trio un peu miraculeux avec le recul et qui avance. Catherine Lalumière a parfaitement connu tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'on réinvente un peu toute l'histoire, mais à des fins honorables, disons. Et donc il y a une présentation de la construction européenne qui est un peu inexacte, mais qui est censée être entraînante. Et donc on a de grands projets qui ressurgissent à ce moment-là, et on va faire l'Europe des citoyens, et l'Europe sociale, et l'Europe de... etc., etc. Ce qui crée des attentes énormes, qui évidemment sont plus ou moins déçues après. Mais c'est avec de bonnes intentions, dans cette période-là. La période la plus dynamique étant celle qui va de Fontainebleau 84 jusqu'à la ratification de Maastricht à un point près, en 92. Donc ça va de la relance de 84 jusqu'à donc 1992. Donc c'est une période tout à fait dynamique. Et là, il y a beaucoup d'idées mises en avant. Europe puissance, Europe de la défense. La défense de l'Europe est assurée par l'Alliance Atlantique, à la demande des Européens, depuis l'après-guerre. Mais l'idée que les Européens pourraient peut-être faire plus ressurgit à ce moment-là, en France, nulle part ailleurs. Donc il y a... Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je voudrais parler du moment d'aujourd'hui. Mais je suis souvent obligé de dire que mon analyse des éléments fondateurs ne sont pas celles qui sont les plus répandues. Et quand j'entends qu'il faut revenir à l'enthousiasme des débuts, ça n'a jamais existé en fait. C'est des petits groupes démocratiques. J'ai travaillé avec des gouvernements démocratiques qui pouvaient s'engager démocratiquement. Mais c'est des petits groupes qui ont lancé tout ça. Il n'y a jamais eu de manifestation nulle part sur le thème plus d'Europe. Jamais arrivé. C'était plutôt l'inverse. Et d'ailleurs, même en 1957 est passé ric-rac au Parlement français. Quelqu'un comme Mendès France était contre, par exemple. Et beaucoup de gens étaient contre, pour des tas de raisons. Les entreprises étaient contre parce qu'elles avaient peur d'être balayées déjà par la compétitivité allemande. Bon, donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas trouver à nos problèmes d'aujourd'hui des solutions dans un passé mythifié, même si c'est une aventure extrêmement intéressante, ce qui s'est passé pendant cette décennie, bien sûr. Et on a fini par bâtir entre les différents pays d'Europe des relations très étroites, organiques, d'interdépendance, dont on n'a pas vu l'équivalent ailleurs, mais c'est vrai qu'il y avait la menace commune. C'était puissant, ça, pendant longtemps. Je saute toute la suite et j'en arrive à la situation d'aujourd'hui. Moi, j'étais très engagé dans tout ça. J'ai vécu toute l'affaire Kohl-Mitterrand. J'ai participé, j'ai calculé un jour, à 117 rencontres Kohl-Mitterrand. Ça paraît monstrueux comme ça, mais ils se voyaient quasiment tous les mois pendant longtemps. Mais j'étais secrétaire général de l'Élysée à l'époque de Maastricht. Et je voyais quasiment tous les 2-3 jours Jacques Pilan, analyste d'opinion incroyablement subtil, j'ai jamais vu mieux. Il ne faisait pas des sondages bébêtes comme tout le monde, il arrivait à faire parler les gens, donc il s'exprimait, les groupes de parole, il y avait un peu de psy, de thérapie, de sorcellerie mélangée. Bon. Et donc il faisait dire aux gens des choses qu'il n'allait exprimer dans des sondages ordinaires que plusieurs mois après. Et très vite, quand Mitterrand avait pris le risque de faire ratifier Maastricht au référendum, parce qu'il craignait que sinon ça soit remis en cause par un changement à l'Assemblée, tout simplement, très vite, Pilan me dit, mais tous les arguments classiques, ça ne marche plus du tout. On est en 92. Hein. L'Europe, c'est la paix. Oui, oui, d'accord, bon. C'est la jeunesse. Oui, bon, démagogie. C'est l'avenir. Oui, bien sûr, bon. Enfin, vous voyez, tous les arguments, les lâchers de ballons sur les plages, ces trucs-là, bon. Et donc, ça ne marchait pas. Et les gens étaient absolument réticents. Et alors qu'au début, les intentions de vote étaient plus de 70%, je crois, au début, pour le oui. Même si Mitterrand nous avait dit ça passera ric-rac à la fin. Bon, nous on me dit mais non, ça va passer, facile. Donc ça baissait sans arrêt. Et pendant l'été, donc on travaille, Pilan et moi et quelques autres, bien sûr. C'est une équipe. Et on voit surgir le fait que les Français ont peur. Peur. On est en 92. Hein. Donc la Chine n'a pas encore décollé.
Il n'y a pas Trump, il n'y a pas Poutine, troisième mandat, pas tout ça. Mais déjà, ils sentent que la mondialisation, c'est pas terrible pour eux. Enfin, c'est ce qu'ils ressentent en tout cas. Et donc on en arrive, en discutant avec le président, à une formule qu'il emploie d'ailleurs dans le débat avec Seguin, qui est une Europe forte vous protégera mieux. Déjà, en 92, un président convaincu dans l'affaire européenne, on l'a vu, se sont obligés d'employer la notion de protection. Alors évidemment, après les autres diront, mais l'Europe n'a pas été forte, elle ne nous a pas protégés. Mais en tout cas, en termes de perception politique, vous voyez, ça vient de loin quand même. Et alors, moi qui suivais le mouvement européen avec conviction, comme ça, mais sans avoir décortiqué tous les aspects, j'étais très frappé par le fait donc, que Maastricht est passé avec un écart minuscule. Alors que tous les grands leaders étaient pour, et que Mitterrand, qui avait un poids beaucoup plus grand que tout ce qu'on a vu depuis, malgré son engagement, 1% d'écart. Et après, on fait comme si ça avait été ratifié à l'unanimité. On continue, construction européenne, etc. Avec un mélange de bonnes choses et puis de choses intrusives ou inutiles. Bon. Puis on démarre Schengen dans une ambiance tout à fait sympathique, d'ouverture. C'est l'époque sans frontiériste, un peu, vous voyez, un peu bisounours de l'Europe. Bon. Tout ça avance. Et puis on se retrouve plus tard, en 2005, où il y a donc d'abord il y a le Conseil européen de Nice, qui a pour fonction de négocier pour chaque nouveau pays, la Pologne, etc., tous les pays de l'Est. Il faut calculer combien ils auront de droits de vote au Conseil européen, combien de parlementaires européens, combien de commissaires. Alors on discute laborieusement et on trouve une solution. La solution est jugée à la fois allant trop loin par les Allemands, qui sont frustrés de pas... Pardon, les Allemands sont frustrés de ne pas avoir fait changer le calcul du vote au Conseil européen parce qu'ils voulaient qu'il y ait une pondération des voix plus favorable à l'Allemagne. L'Allemagne était réunifiée, ils étaient plus nombreux, ils demandaient ça. Et nous, on disait, mais non, la construction européenne, elle est politique au départ. Il suffit de regarder les discussions même entre Adenauer et Jean Monnet. C'est politique, c'est France-Allemagne, c'est pas le calcul du territoire de la population. Les Allemands insistaient pour augmenter quand même ce pouvoir de vote qui leur donne un pouvoir de blocage. Bon, on ne leur donne pas à Nice. On n'accepte pas. Mais en revanche, il y a énormément on trouve des solutions sur les 3 points que j'ai indiqués. Et l'Allemagne obtient plus de parlementaires européens. Mais pas assez encore, aux yeux de certains Allemands. Encore aujourd'hui, la Cour de Karlsruhe considère que le Parlement européen n'est pas assez représentatif, donc pas démocratique, parce que selon leurs calculs, il n'y a pas assez d'Allemands. Tout ça, c'est le traité de Nice, c'est le Conseil européen de Nice en 2000, vous voyez. Et après Nice, comme les Allemands sont frustrés de ne pas avoir fait changer le mode de calcul dans le Conseil européen, et que les européistes fédéralistes sincères sont frustrés que ça n'ait pas été assez loin, parce qu'à chaque traité, ils espèrent qu'on va réduire le rôle des États-nations, passer au vote à la majorité, etc. Cette double frustration contradictoire aboutit à la Convention pour l'avenir de l'Europe, présidée par M. Giscard d'Estaing, et qui produit un texte qu'on appelle traité constitutionnel et qui est soumis à ratification dans certains pays au Parlement, dans d'autres pays au référendum. Et c'est ça qui est rejeté en 2005 par les Français, avec un mélange de raisons absurdes, puisqu'il y a ceux qui trouvent que ça ne va pas assez loin, trop loin, il fallait faire autre chose. Bon, résultat, non. Les Néerlandais, vieux peuple européen, beaucoup plus sincèrement pro-européens que les Français depuis toujours, le rejettent à 62, je crois, %. 62%. Le chancelier Schröder me dit quelques mois plus tard, s'il y avait eu un référendum en Allemagne, ça aurait été non. Ça aurait été non. J'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, parce que les Länder ne supportent plus le grignotage de leurs compétences par la Commission, associée à la Cour de justice. Donc ça vient de loin, tout ça. Et il ne faut pas que vous pensiez que les affaires récentes, Brexit, ou des accords européens sur tel ou tel sujet, c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Ça fait très longtemps qu'on sent le début d'un décrochage des peuples. Et d'ailleurs, il y a eu un Conseil européen à Laken, j'en parle dans mon petit bouquin, La sauver l'Europe. J'ai moi-même été surpris en relisant les conclusions. On est donc en 2001, je sais plus. 2001. Et à l'époque, on est assez conscient, parce qu'à la fois, il y a des aspects péremptoires, un peu prétentieux. C'est le Conseil européen, c'est tous les membres.
sur le thème « L'Europe est un phare pour le monde, nous sommes un exemple pour toutes les régions du monde qui vont tenter de s'unifier plus, blablabla ». Bon. Mais après, il y a tout un développement sur le thème. Il faut quand même faire attention. Une partie des citoyens européens ne se retrouvent pas dans la construction européenne. Et pour une partie d'entre eux, la construction européenne menace leur identité. On n'a pas la trouille des mots, on dit les choses comme elles sont. On est en 2001. Donc on accepte l'idée qu'il y a déjà un malentendu qui s'est installé entre le grand et beau projet européen et la façon dont les gens le ressentent. 2001. On n'a jamais tenu compte de ça après. Jamais. Le système continue, sans arrêt. Bon. Alors, on revient à l'époque récente. J'étais beaucoup sollicité par des journaux français, allemands et autres. Au début, j'ai dit je n'ai pas de fonction, je ne suis pas candidat, je ne suis pas obligé de m'exprimer sur tout. Et ils ont insisté, donc j'ai finalement fait une série d'articles et j'ai réécrit pour un petit bouquin. Parce qu'il m'a semblé, j'ai quand même passé une partie de ma vie dans toute cette mécanique, il m'a semblé que le décrochage des peuples devenait véritablement dangereux. Beaucoup plus grave que les provocations de Poutine. Et on était avant Trump, hein. Plus grave que Poutine. Plus grave que le problème très compliqué à gérer, mais gérable quand même, les demandeurs d'asile et les flux migratoires. C'est compliqué tout ça. Il n'empêche que la menace est interne avant d'être externe. Donc je m'intéresse au sujet, j'écris, enfin je travaille, et je regarde les sondages, les élections, etc. Et je constate que quand même maintenant, en Europe, si vous additionnez les vrais anti-européens, que les médias appellent sceptiques, mais ils ont tort, parce que les sceptiques, c'est pas pareil. Il y a des vrais anti-européens. Marine Le Pen, elle n'est pas eurosceptique. L'extrême gauche non plus. Les gens qui ont voté, appelé à voter pour le Brexit ne sont pas sceptiques. Ils sont radicalement contre. Ils sont euro-hostiles, europhobiques, tout ce qu'on veut. Donc déjà, il y a les hostiles. Après, les simples sceptiques. Les gens qui disent « j'étais pas contre, c'est pas mal, il y a de bons côtés, mais il y a de mauvais côtés, et puis j'y crois plus, ça me plaît plus ». Bon, sceptiques. Après, vous avez les gens déçus. On leur a promis l'Europe sociale et l'Europe de je ne sais quoi, et évidemment, ça ne s'est pas concrétisé. Alors, on m'a menti, bon. Et puis, vous avez tous les allergiques. Les allergiques, c'est ceux auxquels pense Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, qui a dit plusieurs fois, en tout cas au début de son mandat, nous avons eu tort de réglementer à outrance. De réglementer jusqu'à nous ingérer dans la vie concrète des gens. À quoi il fait allusion? Au fait qu'à partir de 1986, l'acte unique, une sorte de traité où il y a plein de choses mélangées, on a décidé de faire le grand marché. Et il fallait l'harmoniser. C'est normal, ce n'est pas une démarche choquante. Mais au lieu de l'harmoniser par objectif, en disant au pays, ben voilà, en matière agricole par exemple, il y a tel produit dangereux qu'il faut absolument réduire, donc vous avez 5 ans pour le réduire de 20%, et maintenant débrouillez-vous. Au lieu de faire ça, c'est devenu une sorte de gigantesque usine à directives détaillées, et donc des dizaines de pages, des centaines de pages pour déterminer la hauteur des prises électriques, la forme des concombres, etc. D'ailleurs, une des fois où je vois Juncker, qui est un ami avec qui je bavarde, il me dit « on est chez les fous ici », les fous étant la Commission. Et je dis, donne-moi, oui, pourquoi tu dis ça? Eh bien, quand je suis arrivé, dans un des conseils européens, on a dit qu'il fallait économiser l'eau potable. Bien sûr, c'est une louable pensée. Bon. Mais aussitôt, une direction à qui personne n'a rien demandé s'est précipitée sur le sujet pour préparer une directive, longue et détaillée, bien sûr, pour réglementer la forme des pommeaux de douche. Pommeaux de douche. Et alors, Juncker, je dis, qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, j'ai envoyé ça à la poubelle. Aussitôt, la plupart plein d'élus au Parlement européen dénoncent mon manque d'ambition pour l'Europe. Le président de la Commission qui ne veut pas réglementer les pommeaux de douche, manque d'ambition. Vous voyez. Et puis il y a eu plein d'histoires de directives sur les chasses d'eau, sur les fromages, sur la directive chocolat. Si regardez la directive chocolat, vous verrez si vous comprenez, bon, etc., etc. Donc c'est Juncker lui-même, c'est pas un anti-européen idiot. Il dit c'est de la folie. C'était tellement effrayant, excessif, intrusif qu'on a rendu anti-européen par allergie. Parler de l'Europe dans des milieux genre PME ou économiques, les gens vont citer 50 anecdotes du fait que c'est dingue, que c'est inapplicable, qu'il n'y a aucun dialogue possible, que ceci, cela. Donc tout ça s'ajoute. Et si vous additionnez toutes ces catégories, vous arrivez à 60, 70, 80% de gens qui sont plus à l'aise avec le projet. Les gentils pro-européens classiques, centre-gauche, centre-droit,
Ils font 15, 18, 20%. Dans certains pays, beaucoup moins. Dans certains pays, un peu plus. Les européistes, au sens fédéraliste, ils sont même immesurables. Il n'y a aucun parti qui soit sur ces lignes. On va dire qu'ils sont 1% peut-être. Parce qu'ils sont influents dans les médias, dans les think tanks, autour de la Commission, au Parlement, etc. Donc voilà l'état des choses. Donc je me suis dit, c'est quand même pire, c'est beaucoup plus dangereux que les menaces externes. Et l'urgence, ce serait de raccrocher les peuples. Même Schäuble, le ministre allemand des Finances, vrai grand européen, incontestable. Schäuble, il a dit l'an dernier, 3 fois, c'est quand même difficile de ne jamais tenir compte des peuples. C'est quand même frappant, vous voyez, en démocratie. Or, c'est bien ce que fait une partie du système, hein, puisque la réponse de beaucoup de gens pro-européens, encore une fois, c'est des gens sincères et convaincus, mais ils ont tellement le sentiment que c'est fragile, qu'en gros, ils se disent, mais les peuples peuvent voter ce qu'ils veulent, nous on continue. Parce que si on les écoute, si on s'arrête, on est fichu, en fait. Mais alors, ça n'a plus aucun rapport avec la démocratie, si c'est ça la démarche. Donc moi, je me suis inscrit un peu dans le cadre de la réflexion de Schäuble en disant, il faut qu'on trouve quelque chose qui remette les peuples dans le coup, pas les anti-européens idéologiques, parce qu'ils ne bougeront pas, ceux-là, c'est pas la peine de perdre du temps. Mais les autres, on peut les remettre dans le coup, peut-être. Sauf que quand on fait l'analyse globale des élections, des sondages depuis 20 ou 30 ans, les peuples en général, ils veulent garder un peu d'identité, même si on a du mal à la définir, tout le monde sait ce que c'est, ils ne veulent pas que ce soit perdu dans un magma complet, ils veulent garder un peu de souveraineté, même si on l'exerce en commun, et ils veulent de la sécurité. Or, ça fait 20 ou 30 ans que les élites mondialisatrices, parce que la mondialisation, il y a les mondialisateurs et les mondialisés, c'est pas pareil. Bon, ça fait 20 ou 30 ans que les élites mondialisatrices ou européistes disent on ne veut pas entendre ces demandes. C'est archaïque, c'est souverainiste, c'est lepéniste, on n'en veut pas. Donc pas de réponse. Donc on avance, quoi qu'il arrive. Le système continue. Donc c'est vrai que pour les élites les mieux ouvertes, tous ces gens qui sont épouvantés par Trump aujourd'hui et qui portent une idée du monde qui est globalement plutôt sympathique quand même, ils n'aiment pas du tout ce que demandent les peuples. Mais comme il n'y a pas de réponse raisonnable à ces demandes des peuples, les peuples ils votent de plus en plus extrêmes pour se faire entendre. Donc j'ai vraiment, quand j'ai repensé aux articles ou bouquins, j'ai trouvé que la situation était inquiétante quand même, vraiment inquiétante pour le projet. Et je suis arrivé à la conviction, qu'on peut ne pas partager, hein, que si le système n'est pas modifié, ou s'il n'est pas réformé, malgré lui, c'est vraiment dangereux. Je ne pense pas que le projet européen puisse disparaître complètement. Je ne crois pas que les institutions européennes puissent s'arrêter. Je crois un peu comme Bourlange, qui est un humoriste remarquable, que les Européens n'ont même plus la force de se séparer. Ça, c'est la vision de Bourlange. Mais on voudrait espérer mieux quand même par rapport à ça. Donc je suis venu à l'idée, et j'ai fait un plan que j'ai développé dans le petit bouquin, comme quoi il faut un électrochoc pour montrer au peuple qu'on les écoute à nouveau. Pas pour suivre n'importe quoi, mais la posture d'écoute. Et j'appelle ça la pause. On dirait on fait une pause dans l'intégration. La pause dans l'élargissement, elle a déjà lieu. Hein. Pause dans l'intégration. On ne va pas tout arrêter. Par exemple, c'est urgent de refaire un Schengen qui marche. Mais pause, c'est une attitude psychologique, mentale. On va écouter les gens. On lui dit sans arrêt, vous êtes des nuls, vous ne comprenez rien et on s'en fiche de vos votes. Non, on va écouter. Voilà. Et la pause serait le prélude à une refondation. Et là, je fais une proposition un peu provocante, mais encore une fois, je n'engage que moi, et qui est de dire qu'il faudrait une conférence des gouvernements, dans un premier temps, sans les institutions européennes. Alors, évidemment, ça va hurler, mais les gouvernements déterminés, décidés, qui referait la conférence de Messine qui avait en 1955, qui avait abouti au traité de Rome de 1957, avec des gens comme Maurice Faure, des gens comme ça. On refait la conférence et on redétermine. On fait une opération subsidiarité, ce dont Delors parlait très souvent, mais c'est compliqué à mettre en œuvre, en disant voilà ce qu'il faut vraiment faire au niveau européen. En revanche, il y a plein de choses qui sont développées au niveau européen qui sont abusivement traitées à ce niveau. L'Europe n'a pas à s'occuper de tout et de rien dans le désordre le plus complet. Donc il y a énormément de choses qu'il faut renvoyer au niveau national ou régional pour redonner de l'oxygène démocratique et concentrer le niveau européen sur des choses incontestables, où la valeur ajoutée européenne est évidente.
Par exemple, même si on fait toute l'opération que je préconise, on va forcément conclure que la négociation commerciale internationale doit être menée au niveau européen, à condition qu'on en ait parlé avant, que le mandat soit clair, qu'on soit informé en cours de route et que les procédures d'arbitrage soient acceptables, bon, etc. Mais il ne s'agit pas de tout démonter, bien sûr que non, il s'agit de reconcentrer sur des éléments clés. Voyez. Donc moi je propose une pause, un message, une conférence refondatrice, subsidiarité, clarification, et là on aurait un paysage tout à fait différent, y compris de la part des peuples devenus les plus réticents. On pourrait même peut-être prendre des risques de référendum, peut-être après. Aujourd'hui, non. N'importe quel référendum, la réponse est non, donc autant s'en dispenser. Alors, depuis que j'ai écrit ça, j'ai eu énormément de discussions. Certains candidats à la présidence ont fait allusion, d'ailleurs, à une partie du plan, d'autres non. Certains sont sur une ligne européiste classique. Bon. Ce qui fait que dans la réponse, pour résumer, d'abord, on peut partager ou pas mon diagnostic. Moi, je pense qu'il y a un vrai risque de décrochage des peuples qui va s'aggraver. Le Brexit étant à mes yeux, non pas simplement une aberration britannique, mais le signe exagéré d'un malaise plus large. Mais on peut contester ça. Si on conteste ça, on dit qu'il n'y a qu'une anomalie britannique et nous on continue. Bon, c'est une autre option, ce n'est pas la mienne. Après, on peut considérer que dans la situation européenne, il faut sortir de tout. Ça, c'est le point de vue des vrais anti-européens. On sort de l'euro, on sort de l'Europe, on arrête tout ça, c'est un échec historique et on se reconstruit autrement. C'est évidemment pas ma ligne. Ou alors il y a la réponse classique, plus d'Europe. Il y a un problème général, mais non, on va faire le ministre des Finances de la zone euro. C'est technocratiquement cohérent, mais je ne vois pas en quoi ça répond aux frustrations des gens. Entre parenthèses, je ne vois pas l'Allemagne accepter qu'il y ait un ministre des Finances de la zone euro, sauf si c'est le ministre allemand, bien sûr. Mais en tout cas, la réponse classique, plus d'Europe, ne me paraît pas... donc je crois que ça... Encore une fois, l'enfer est pavé de bons sentiments. Ça ne me paraît pas la réponse. On va faire Erasmus pour tous. Bah, très bien, tant mieux, si on y arrive, c'est sympa. Bon, très bien. Mais ce n'est pas la vraie réponse. On va refaire de la croissance, mais on ne sait pas trop comment, en fait. Bon. Donc moi, je pense qu'il faut quelque chose de plus radical. Et il faut commencer par un électrochoc. Sinon, les gens n'écouteront jamais ce qui se raconte dans les conseils européens. D'où l'idée de pause et de message. Vous voyez, c'est pour créer quelque chose. Bon, puis j'ai eu des discussions avec Juncker, avec Tusk, avec beaucoup d'Européens. Et c'est vrai que le clivage, il est entre ceux qui disent non, il faut aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Si on fait une pause pour écouter et qu'on fait une conférence pour faire le point et le bilan de ce qui s'est fait, on est foutu. On est foutu, ça va partir dans tous les sens, on n'y arrivera jamais. Donc il ne faut pas. Donc un certain nombre de gens refusent ce plan, non pas parce qu'ils ne mesurent pas la gravité de la situation, mais parce qu'ils ont peur que ça échappe à tout contrôle après. Je peux comprendre, ça mérite réflexion, il faut bien préparer. Voilà. Et si on arrivait à clarifier les relations démocratiques dans l'Europe, avec un rapport assaini entre les peuples, les Danois, les Finlandais, les Français, les Portugais, etc., et le niveau européen, si c'était clair et net, et qu'il y a un consensus plus grand sur ce qui doit être fait au niveau européen, parce que c'est beaucoup plus efficace qu'en dessous. Si c'était clarifié, je pense qu'on serait beaucoup plus à l'aise pour répondre aux autres défis, les défis externes. Comment on traite Poutine, comment on gère le droit d'asile, à mon avis plus généreusement, mais on ne peut le faire que si on montre aux gens qu'on gère les flux migratoires, etc. etc. Donc l'originalité de mon approche, il y a plein de gens qui ont des idées intéressantes sur l'Europe. Hein. Il n'y a pas que mon petit bouquin, mais l'originalité, c'est ce que je mets au préalable, avant de traiter les questions externes. Bon, voilà. Tout ce qui se passe ailleurs, Trump et compagnie, ça ne change pas le raisonnement, en fait. Parce qu'il y a l'agressivité verbale insensée de Trump sur l'Europe. Nos problèmes sont toujours là. C'est évidemment pas lui qui va les résoudre. Il ne peut que les aggraver. Mais ça ne nous dispense pas de les traiter. Il ne suffit pas de dire Trump est monstrueux, mais quelle vulgarité, mais quelle agressivité, mon Dieu. Il ne suffit pas de nous draper dans notre dignité offensée d'Européens pour avoir la réponse aux problèmes des peuples chez nous. Voilà, donc il y a un contexte international qui est perturbant, mais cette question reste là quand même, à mon avis. Voilà un résumé de mes réflexions du moment sur l'Europe. Qu'est-ce qu'on fait, on échange ? Oui, on va échanger, on va d'abord vous applaudir. Oui, on va échanger, on va d'abord vous applaudir. Oui, on va échanger, on va d'abord vous applaudir. Oui, on va échanger, on va d'abord vous applaudir. Oui, on va échanger, on va d'abord vous applaudir. Oui, on va échanger, on va d'abord vous applaudir. Oui, on va échanger, on va d'abord vous applaudir. Oui, on va échanger, on va d'abord vous applaudir. Oui, on va échanger, on va d'abord vous applaudir. Oui, on va échanger, on va d'abord vous applaudir. Oui, on va échanger, on va d'abord vous applaudir. Oui, on va échanger, on va d'abord vous applaudir. Oui, on va échanger, on va d'abord vous applaudir. Oui, on va échanger, on va d'abord vous applaudir. Oui, on va échanger, on va d'abord vous applaudir. Oui, on va échanger, on va d'abord vous applaudir. Oui, on va échanger, on va d'abord vous applaudir. Oui, on va échanger, on va d'abord vous applaudir. Oui, on va échanger, on va d'abord vous applaudir. Oui, on va échanger, on va d'abord vous applaudir. Oui, on va échanger, on va d'abord vous applaudir. Oui
Non, merci beaucoup. Je pense qu'on attendait tous à ce que vous continuiez un tout petit peu sur les conséquences de Trump sur l'Europe, mais je vais poser la question comme ça va. Mais d'abord, peut-être un commentaire, si vous le permettez. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il y a une partie de la Commission et des fonctionnaires européens qui a effectivement déliré pendant des décennies, mais la faute n'est pas complètement à la Commission européenne, aux eurocrates, comme on dit maintenant, qui n'ont pas voulu écouter les peuples. Je crois que les gouvernements, gauche et droite confondus, dans tous les pays européens, ont une responsabilité énorme parce qu'ils ont pris l'habitude de traiter l'Europe comme un instrument de leur pouvoir national. C'est-à-dire, tout le problème venait de l'Europe, tous les problèmes venaient de l'Europe, et tout ce qui était bien, tout ce qui marchait un peu dans les pays, c'était grâce aux gouvernements nationaux. Et ça, cette espèce d'éducation qui a été donnée à des générations de jeunes Européens, c'est-à-dire que ce que fait la nation, c'est bien, ce que fait l'Europe, c'est un problème. Je m'en vais pas, mais je récupère mon écharpe. Je vous en prie. Voilà. Tout cela a quand même amené à une vision de l'Europe qui était synonyme de responsable des problèmes. Quand ça va mal, la crise, la crise économique, tout ça c'est à cause de l'Europe. Et je pense que les gouvernements ont été largement responsables de ce discrédit vis-à-vis de la construction européenne. Maintenant, la question... Non, je veux dire un mot là-dessus, avant de passer au reste. C'est évident qu'il y a une responsabilité partagée, mais ce n'est pas que ce que vous dites. Il y a eu ce jeu, mais les Européens convaincus, les militants, tout ça, pendant des années ont dit, de toute façon, je ne vais pas citer des noms, mais vous trouverez tout seul, pendant des années on a entendu, de toute façon, tout ce qui est important, c'est au niveau européen maintenant. Et d'ailleurs, 60% de nos lois sont d'origine européenne, et ça sera bientôt encore plus, pendant des années, des années, des années. Et quand les gens disent, ben, voilà, c'est de la faute de l'Europe si ça ne marche pas, ah ben non, vous êtes un ignoble démagogue. Non. C'est ceux qui, au départ, ont dit tout ce qui est important va être au niveau européen, tous ceux qui ont considéré que les États-nations étaient des formes périmées d'organisation qu'il fallait balayer, ils ont une responsabilité. Il y a eu ce que vous dites aussi. Par exemple, tous les gens qui, comme des perroquets, disent dans les médias « égoïsmes nationaux », comme si ce n'était pas bien de défendre les intérêts nationaux. Bon, on ne dit pas que le maire de Marseille est un égoïste parce qu'il ne s'occupe pas de Paris. Peut-être qu'il aurait une autre politique de circulation, d'ailleurs, on ne sait pas, vous voyez. Bon, donc les automatismes du genre égoïsmes nationaux, tout le discours comme quoi on est trop petit pour faire face aux problèmes du monde. Les 3/4 des pays membres des Nations Unies sont plus petits infiniment plus petits que la France et l'Allemagne. Hein. Bon. Donc il y a toute une espèce de logorée dans ce sens qui a conduit à ce que les gens disent bah, l'Europe est responsable de tout maintenant, pour le meilleur et pour le pire. Surtout que quand la machine à promesses, l'Europe sociale et compagnie était mise en marche. Alors, ce que vous dites est vrai aussi, les deux sont vrais. À un moment donné, quand il faut arriver à prendre des décisions un peu compliquées, c'est évident que pour un ministre, c'est plus commode de dire dans son pays que c'est l'Europe, on ne sait pas qui c'est, qui a pris la décision à sa place, même s'il sort d'une réunion où il a voté le truc. Bon. C'est commode, mais c'est nul, mais enfin c'est commode. D'autre part, dans la surréglementation, moi je pense, et je suis quand même soutenu dans mes propos, mes livres et mes démarches, par beaucoup de grands diplomates qui ont passé leur vie dans la négociation européenne et qui me disent le système est devenu dingue quand même, dingue de surréglementation, en vrai. Bon, mais on aurait pu réglementer par objectif. Mais il y a une partie française dans l'affaire. Parce que quand on dit... Mais si on arrêtait de faire de la réglementation à outrance et qu'on fasse plus de réglementation par objectif, plutôt que de détailler, on n'est pas obligé d'écrire 12 pages sur les tondeuses à gazon, etc. Bon. Aussitôt, on va dire, mais c'est la France qui demande ça le plus souvent. Donc je vous rejoins là. Combinaison des deux. La France, qui a un génie pour la réglementation folle inapplicable, a transposé cette affaire-là au niveau européen, tout en éventuellement dénonçant l'Europe peut-être après, si elle le fait. Voilà. Cela dit, il y a quand même un organisme dont c'est devenu la raison d'être qu'est la Commission. Parler avec des grands patrons, des patrons petits et moyens, des responsables de fédérations économiques et industrielles en Europe, ils disent c'est insupportable. Insupportable. On a affaire à des gens qui ont une vision théorique, idéologique et qui on ne peut pas parler. Dans certains cas, ils sont très utiles, bien sûr. Dans certains cas, ils apportent les améliorations qu'on a demandées. On sait tous que l'union fait la force. Il vaut mieux peser à 28 qu'à tout seul face à la Chine. C'est évident tout ça. Mais, vous voyez, donc il y a une combinaison.
Donc ce n'est pas que les gouvernements lâches et hypocrites qui ont alimenté ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il Combinaison. n'y avait pas que la Commission. Oui, oui. Oui, mais elle est la seule à s'y consacrer à plein temps. Vous voyez ? Oui. Et l'argument selon lequel ils ne sont pas très nombreux, parce qu'ils ne sont pas plus nombreux qu'à la mairie de Paris, par exemple, c'est un mauvais argument aussi, parce qu'il n'y a pas les 3/4 de gens à Bruxelles qui s'occupent des jardins publics et des écoles maternelles. C'est que des gens qui fabriquent de la norme. Vous voyez ? Donc il faut s'attaquer aux deux en même temps, à mon avis. Pour en revenir à Trump, moi, peut-être une nuance. Je pense que le contexte extérieur peut changer. Micro. Je pense que le contexte extérieur, peut-être pas le Brexit, mais en tout cas les premiers pas de Trump en politique étrangère et en politique européenne peut changer la donne. Quand on voit ces déclarations il y a quelques jours, il y a 2 ou 3 jours pour deux grands journaux européens, Bild et le Time, où il dit que bon, de toute façon, unie ou pas, l'Europe, c'est un bloc commercial contraire aux intérêts des Américains et que ça lui est complètement égal. Deuxièmement, que l'Europe est un instrument de la puissance allemande et que c'est pas bien, que le Brexit est une bonne chose et qu'il va aider les Anglais à signer un accord de libre-échange avec les États-Unis, ce qui est totalement impossible, puisque la Grande-Bretagne ne peut pas signer un accord bilatéral tant qu'elle est membre de l'Union européenne. Donc là, on se dit quand même que cette attaque, quand il dit que l'OTAN c'est obsolète et que ça coûte trop cher et que ça sert à rien contre le terrorisme, on se dit qu'il y a quand même une menace américaine. Il y a non seulement la menace russe, il y a aussi la menace des djihadistes. Et maintenant qu'il y a une menace américaine sur la construction même de l'Union européenne, on se dit que peut-être cela va créer un sursaut, y compris chez les peuples. C'est pas exclu. C'est pas sûr, c'est pas automatique. Dans le cas de Trump, il faut distinguer plusieurs aspects. Son élection était envisageable, mais c'était tellement choquant, notamment d'un point de vue européen, que c'était impensable. Possible, mais impensable. C'était le cas aussi pour le New York Times, pour le Washington Post et compagnie. Bon. C'est tellement le contraire de la vision du monde et les mots qu'emploie le monde occidental depuis 30 ou 40 ans. C'est tellement le contraire d'une sorte d'obsession des minorités, puis l'obsession linguistique, et plus jamais dire un mot qui puisse froisser qui que ce soit d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire ne rien dire, quoi. Et qui est devenue tellement dominante que l'irruption de cette espèce d'éléphant dans la porcelaine là, était, je le répète, impensable. Bon. Il y a un travail intellectuel à faire sur le fait de savoir pourquoi on n'a pas considéré un certain temps avant que c'était possible. Vu ce qu'il disait sur les femmes et son comportement, du point de vue des femmes européennes, il aurait dû avoir 0% de voix de femmes aux États-Unis. Il a eu 43%. 44% des voix de femmes. Vu ce qu'il disait sur les différentes minorités, il aurait dû avoir 0 chez les latinos. Or, les Cubains de Floride ont voté pour lui, parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de latinos. Enfin, tout est plus compliqué que ce qu'on peut penser. Bref, il y a une partie où il est horriblement choquant. Choquant. Sa vulgarité, son comportement, enfin tout, quoi. Bon. Mais est-ce que le fait qu'on soit choqué dans notre vision, vous voyez, à quoi ça conduit? Est-ce qu'il est, au-delà d'être choquant, est-ce qu'il est menaçant? Menaçant. C'est s'il était perçu comme menaçant dans le projet européen que les Européens veulent corriger vraiment en profondeur, mais pas lâcher en fait, que ça peut peut-être produire quelque chose. Il faudrait que le degré de vexation, de menace. Or, on a une cible secondaire pour Trump. Comme c'est un homme qui a fait son élection sur les jobs. Il veut qu'on recrée des jobs aux États-Unis. Et qui dit la mondialisation, c'est bidon parce que c'est bon pour la Chine. C'est pas bon pour l'Occident, c'est bon pour la Chine. Et comme les classes populaires ont décroché depuis un certain temps, et même les classes moyennes, occidentales, donc il est sur un terrain assez solide en réalité au point de vue de la politique américaine, mais son objectif numéro 1, c'est la Chine. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il faut observer ça. L'affaire européenne est secondaire, c'est plutôt du mépris en fait. Alors le fait d'être méprisé par Trump, qui dit des énormités à chaque phrase en plus, est-ce que le fait d'être méprisé par Trump est suffisant pour que les Européens se remuent? Non, ça serait pas mal en fait. D'autant qu'il y a beaucoup d'Européens qui ont complètement idéalisé les États-Unis. Alors, il y a des éléments vrais en matière de sécurité. Je veux dire, ils ont gagné la guerre, ils ont garanti la sécurité dans le monde, la liberté de navigation en haute mer depuis 1945. C'est pas les conventions internationales. Hein.
C'est pas le système multilatéral, c'est la marine américaine. Bon, en fait. Et puis après, il y a toute la dimension, l'histoire américaine, les pères fondateurs, la Constitution, tout ça inspiré par les grands penseurs des Lumières du XVIIIe siècle, notamment français, enfin, tous ces liens. Il y a une légende américaine tellement magnifique, plus le siècle de cinéma, l'usine à rêve, comme disait Malraux, bon, qui a enchanté, qui a formé tout le monde, etc. Et puis les légendes, Kennedy, tout le reste. Et donc se retrouver avec Trump, ça peut être un choc tellement déboussolant et déstabilisant. Sidération. Sidération, il faut dépasser la sidération. Et je crois que si on en reste là, j'étais dans 2 ou 3 émissions ces derniers jours. C'est impossible de réfléchir sur la suite, parce qu'on a l'impression d'être dans une sorte d'opération de sorcellerie avec des petites poupées qui représentent Trump, et chaque intervenant doit la percer de 1000 aiguilles, mais il est toujours là après. Il est toujours là. Donc, moi, je souhaite beaucoup que ce que vous imaginez se produise, mais ça voudrait dire que, donc, après la sidération, on dirait, par exemple, M. Trump veut sortir des accords climat. Bon, on dirait c'est une idiotie, mais il n'a qu'à sortir, on s'en fiche. Le monde entier va continuer. Et comme le monde économique, financier, les chercheurs, ils ont pris le tournant, même les entreprises, elles commencent à prendre le tournant de la compétitivité écologique, même aux États-Unis. Donc il veut sortir, la Californie dira « moi je continue », beaucoup d'ONG, beaucoup d'entreprises. L'accord Iran, c'est plus compliqué. L'accord Iran, il peut dire « moi j'applique pas », les autres peuvent dire « on applique quand même », mais à ce moment-là, ils sont menacés de sanctions américaines, qui sont un scandale monstrueux. Est-ce que le reste du monde, mais il faudrait qu'il y ait une alliance entre Européens et pays émergents, est capable de dire les sanctions unilatérales américaines, terminées. C'est pas évident, mais c'est une bagarre auquel vous allez peut-être assister dans quelques mois. Trump dit, on ne sait pas très bien encore, hein, qu'il veut faire un accord avec Poutine. On ne sait pas trop ce qu'il met dedans. Bon. Mais moi, il me semble que comme les politiques occidentales ont échoué complètement, je le regrette, mais je le constate. Bon, on pourrait tout à fait essayer de définir entre Européens nos conceptions d'une relation plurialiste avec Poutine. Qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, qu'est-ce qu'on lâche, sur quoi on bouge, avant qu'il le fasse lui. Il va aller voir Poutine, ils vont aller dans une datcha, Dieu sait ce qu'ils vont inventer ensemble. Bon, il vaudrait mieux que les Européens aient une position claire là-dessus. Vous voyez ? Alors après, il y a les conceptions du commerce international, et l'Europe est vraiment l'entité commerciale et économique la mieux placée au monde pour dire on est attaché au commerce international, mais pas n'importe comment, et les règles et les critères, et ceci et cela. Il faudrait dire des choses. Si on se borne à dire Trump c'est épouvantable et nous allons incarner les valeurs universelles, ça va être balayé, ça. Balayé, ça ne marchera pas. C'est un peu la tonalité allemande. C'est pas suffisant, en fait. Donc il faudrait qu'on se pose. D'où ça nous ramène à l'épreuve de vérité. Est-ce que l'Europe ou les Européens sont capables de ça? Dans l'affaire de l'OTAN, par exemple, Trump a dit que l'OTAN, c'est obsolète, ça ne sert à rien, ça coûte trop cher et que ça ne l'intéresse plus. Alors, panique générale, évidemment, en Europe. Mais je vous signale que tous les secrétaires américains à la défense, depuis des décennies, qui c'est quand ça? Ça, c'est 1985. Oui, donc c'est vieux, oui. 2%. Oui. Oui, le 2%. Mais même avant, il y a toujours eu les Américains ont toujours dit il faut mieux partager le fardeau. Il faut payer plus. Puis donc 2% depuis 85. Les Européens disant non, nous, c'est les dividendes de la paix plutôt, et on préfère être protégés par les Américains. Bon, ça fait très longtemps. C'est pas Trump, ça. Et quand Trump dit que la mission de l'Amérique n'est pas forcément d'intervenir dans tous les sens pour imposer la démocratie dans le monde entier, c'est pas tellement différent de ce que disait Obama. Sauf qu'Obama était tellement sophistiqué, intelligent, élégant, charismatique, tout ça, que les gens ne voient pas que c'était un peu le même message, en fait. Bon, donc il y a des éléments qui devraient nous conduire à la même chose que ce que vous avez dit, c'est-à-dire, nous, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on devrait dire, bon, très bien, il ne va pas abandonner l'Alliance Atlantique, hein, mais il peut réduire. Donc, on devrait dire, voilà, c'est le moment où jamais nous allons faire le pôle européen, le pôle de défense européen dans l'Alliance Atlantique.
pas une défense européenne mythique en dehors qui ne marchera jamais. Voilà. Ben, on verra. On verra si ce que vous souhaitez et ce que je développe fonctionne. Bien, je vais passer la parole à la salle. L'OTAN a fait une déclaration juste après le discours de Trump disant que l'OTAN avait entièrement confiance dans l'engagement américain en faveur de la sécurité de l'Europe. Donc là, il n'y a pas de sursaut, c'est le déni absolu. Bien. Alors, on va ouvrir le débat. Alors, pardon, oui, je n'ai pas... Ma fille étant au Canada, je n'ai pas d'aide, mais je vais vous donner le micro. Je vais jouer un rôle ici. Je voulais des précisions sur la manière dont la pause pourrait se faire. Qui décide, comment ça se déciderait, qui proposerait. J'aimerais bien savoir. Encore. D'accord, d'accord. D'accord, très bien. À la fois, j'avais vu. Moi, j'ai une question aussi. Allez-y. Allez-y. Oui, Trump, ok, mais je crois que Trump avait un grand atout. Il était milliardaire et entrepreneur. Moi, j'ai l'impression qu'en Europe, si on faisait une pause et un autre comité, il devrait y avoir, monsieur, des entrepreneurs et beaucoup d'entrepreneurs, des hommes du terrain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que je crois que ça a été son point fort de dire « Moi, j'ai réussi, j'ai fait du fric et je veux faire en sorte que les États-Unis réussissent comme un homme d'affaires. » Et je pense on manque beaucoup d'hommes d'affaires dans nos dirigeants. Merci. Alors, monsieur là-haut, et puis après... Oui, Monsieur où ça? La question est, comment, quand vous voyez, si vous voulez, une redéfinition de l'Europe, y mettez-vous beaucoup d'hommes d'affaires et non pas, si vous voulez, des énarques ou vous voyez ce que je veux dire, des hommes d'affaires. J'ai compris. J'aurais voulu poser une question simple, très voisine de comment sauver l'Europe, qui serait comment sauver l'euro. Je constate que depuis quelques années, le divorce franco-allemand, que vous mentionnez, Monsieur le Ministre, dans votre livre, s'accentue, se creuse dangereusement. On entend maintenant à la radio française des propos incroyables où on se croirait à la fin de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Et l'euro, me semble, si on écoute les économistes, on sait que c'est une construction politique et pas encore une construction économique. Les économistes nous disent qu'il y a deux choses qui manquent. Il n'y a pas de solidarité entre les États et il n'y a pas assez de fédéralisme. Il faudrait un Bercy au niveau européen pour que ça marche. Alors quand on voit les deux conditions de succès de l'euro, on ne voit pas très bien comment ça peut durer. On ne peut que se dire ça va exploser un jour ou l'autre, même si on ne le veut pas. Parce que le franc marchait en France parce que l'Île-de-France payait pour la Creuse ou les DOM-TOM. Mais est-ce qu'on peut imaginer que l'Allemagne paye pour la France ou pour l'Italie? Merci. Voilà ma question. Comment sauver l'euro? Non, c'est bon. Ça suffit, là? Oui. Sur la pause, moi j'ai cherché dans ces propositions quelque chose qui franchisse le mur de l'indifférence des peuples qui n'écoutent absolument pas ce qui est raconté sur le thème européen. C'est pour ça d'ailleurs que dans les médias, les seules personnes qui parlent de l'Europe sont des militants en général de l'intégration européenne ou alors des militants de la sortie. Bon. Donc le mot de pause, c'est ça. Et d'autre part, ce n'est pas un terme technique dans mon esprit. Ce n'est pas la mise à l'arrêt de tout. C'est le fait de dire, c'est la réponse à Schäuble. C'est le fait de dire, on va prendre le temps, on fait une pause dans l'intégration, pas très longue, le temps d'entendre ce que vous dites. Et dans la foulée, moi je ferai la conférence refondatrice tout de suite.
Mais je ne suis pas non plus pour perdre des années dans des espèces de débats sans fin sur les idées sur l'Europe, puisqu'il y aura 500 millions de définitions de l'Europe et on ne s'en sortira pas. Donc c'est essentiellement un message. Vous voyez, alors tout dépend de ce qu'il y a après. Et mon système marche si c'est très, très, très préparé. C'est le concept de pause. Parce que là, pour beaucoup de gens, le système européen est une sorte de rouleau compresseur qui ne s'arrête jamais. Jamais. Donc si on dit on s'arrête pour réfléchir, là il se passe quelque chose, mais il faut pouvoir suivre. C'est pour ça d'ailleurs que les vrais militants de l'intégration européenne ont peur de ça. Parce que depuis le début, ils veulent qu'il n'y ait jamais de pause, jamais d'évaluation. Ils pensent que la seule chance de continuer, précisément, c'est de ne pas tenir compte des votes parce que les gens ne sont pas au courant, ils ne savent pas ce qu'il faut faire, etc. Donc il y a un risque. Mais à mon avis, il y a plus de risques à ne rien faire. Ah, le on, c'est un débat d'idées, moi je lance l'idée. Il faut que ce soit un petit nombre de gouvernements décidés. En fait, ça peut être lancé que par pas le système qui va craindre ça, dans un premier temps en tout cas. Mais il faut les 3-4 gouvernements qui seraient prêts à s'engager dans la conférence refondatrice. Il faut avoir réfléchi à la suite avant d'utiliser, pour des raisons psychologiques et presque thérapeutiques, le concept de pause. Forcément la France et l'Allemagne, au moins. Oui, oui, non, mais il faut au moins la France et l'Allemagne, sinon ça n'a pas de sens, ça ne marche pas. Même s'il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de couple franco-allemand, mais la France et l'Allemagne peuvent reconstituer une entente, puis il n'y a pas de solution de remplacement, en fait. Et pour l'Allemagne, c'est un peu gênant d'être toute seule si forte au milieu. Bon, dans l'affaire de Trump, moi je suis à fond pour l'esprit d'entreprise. Je ne pense pas que Trump soit un exemple extraordinaire parce qu'il s'est enrichi dans la spéculation immobilière quand tout le monde s'enrichissait à New York. Ce n'est pas un très grand entrepreneur en fait. Mais je suis... et puis il a 3500 procès aux fesses. Bon. Donc ce n'est pas un exemple extraordinaire. Il y a plein d'autres exemples d'immenses entrepreneurs. Je ne dis pas financiers, hein, pas entrepreneurs, des créateurs. Il y en a plein aux États-Unis, en France, en Chine, tout ça. Mais ça, c'est juste une remarque sur Trump, sur l'idée qu'on a absolument besoin, dans les gouvernements futurs, de gens qui connaissent la réalité du monde, la réalité de l'économie, la réalité de la prise de risque, la réalité de l'entreprise et de l'innovation. Je suis 100 fois d'accord. Sauf que souvent, quand on prend des gens dans la fameuse société civile, concept fourre-tout qui mélange tout, souvent ça ne marche pas bien parce que la politique, c'est quand même un métier très dur, de plus en plus difficile en réalité, et que le passage n'est pas évident. Alors je ne sais pas si c'est en prenant des grands entrepreneurs, en les nommant ministres de quelque chose, que ça fonctionne. Mais en tout cas, il faut se poser la question. Ou alors il faut prendre leurs idées, il faut les écouter sur 1000 sujets. Pas uniquement sur la fiscalité, sur les entreprises. Il faut les écouter sur la formation, par exemple. La formation des gens, sur comment permettre aux gens de rebondir tout au long de la vie. Enfin, il y a 1000 choses. Donc j'ai une hésitation sur les modalités, mais je suis à fond, j'approuve le fond de votre question. Dans l'affaire de l'euro, les économistes me font rigoler parce qu'ils font des commentaires théoriques et abstraits, ils sortent de leur bouquin sur qu'est-ce que c'est qu'une monnaie, tout ça. Ils ne se réfèrent jamais aux conditions réelles. Dans les conditions réelles, on était déjà dans la zone marque avant. Et d'ailleurs, c'est pour sortir de l'humiliation de la zone marque, quand la France avait une politique économique un peu dispendieuse et que nous devions dévaluer, il fallait que Mitterrand supplie Kohl pour que Kohl supplie le gouverneur de la Banque centrale allemande, qui disait « j'ai de compte à rendre à personne, je fais que ce que je veux », tout ça. Et Kohl disait « oui, mais c'est pour mon ami François, c'est la France, ils ont besoin de 7%. » Non, 3%, disait l'autre. Bon. C'était quand même pénible. Donc l'obsession de Mitterrand dans toutes les années 80 et qui a marqué toute sa relation avec Kohl, c'est le jour où l'Allemagne sera réunifiée, parce que Gorbatchev aura lâché le morceau, il faut qu'on soit dans une monnaie unique. C'est quand même mieux, c'est moins pire pour nous quand même. Après, on fait la monnaie unique. Kohl le lâche. Bon. Il n'a rien décidé de la réunification, mais il a décidé sur la monnaie. Et à ce moment-là, il dit, bon, d'accord, on fait la monnaie unique, c'est très dur pour les Allemands de lâcher le marque, mais il faut que ce soit sérieux, hein, Arzo, il faut que ce soit géré de façon allemande. Et à ce moment-là, on dit, ben, ça tombe très bien parce que nous avons Bérégovoy et Trichet qui ont inventé les critères.
en relation avec leurs amis allemands. C'est des critères sérieux. Donc on a les critères, le 3%, les 60%, qui paraissaient à l'époque très larges. Hein. On n'imaginait même pas qu'on puisse être en dehors un jour. Donc on fait les critères. Et après, Delors dit, mais au point où on en est, ça serait intelligent d'avoir un gouvernement économique de l'euro. Parce que selon les moments, il faut avoir des politiques un peu contracycliques, il faut prendre des décisions, etc. Et là, les Allemands à l'époque disent non, pas question. Il n'est pas question que l'État intervienne dans l'économie, sinon on se retrouve dans les années 30. Pas question. Et donc Mitterrand, etc., et tous les responsables disent bon, on va quand même prendre ce qu'on a obtenu. Et puis la dynamique de la monnaie unique plus tard permettra de régler les questions plus tard. À l'époque, il n'y avait pas d'autre option. Donc les économistes qui disent oui, mais dans mon manuel, il est marqué qu'une monnaie doit remplir telle et telle condition. Oui, d'accord, mais c'était pas comme ça à l'époque. Donc soit on laissait tomber le projet, soit on espérait que la dynamique ultérieure allait permettre d'aller plus loin. Mais ça n'a pas été le cas parce que après il y a une sorte d'approche également un peu naïve de la mise en place de la monnaie unique, comme si ça allait tout régler. C'est dans cette ambiance qu'on a accepté la Grèce dans l'euro, ce qui est extravagant. Extravagant. Entre parenthèses, on est mieux fait pour les Grecs de les sortir de la zone euro. Pas de l'Europe, mais de la zone euro pour quelques années avec des rendez-vous pour les aider à remplir les conditions pour revenir un jour. Bon. Et alors depuis, on n'a malheureusement pas tellement bougé parce qu'on n'a pas réussi à mettre en place au niveau de la zone euro. Il y a une influence allemande qui est énorme, qui est liée au fait qu'ils ont fait les réformes que les autres n'ont pas fait, donc c'est pas la peine de critiquer les Allemands. Même s'ils sont un peu balourds, ils exagèrent un peu dans leur psychorigidité sur l'assainissement des finances publiques. Mais Schäuble est à un bon équilibre, vous voyez, par rapport à ça. Donc ils exagèrent un peu. Il y a d'ailleurs un débat en Allemagne qui se développe. Ça ne justifie pas les insultes ridicules des politiciens français. Bon. Et on est un peu bloqué. Donc il nous manque une synthèse dans la zone euro dans laquelle on continuera à assainir les finances publiques. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre indéfiniment en distribuant de l'argent qu'on n'a pas et en laissant les pays s'endetter sans fin, mais en même temps en n'écrasant pas la possibilité d'une croissance un peu plus soutenue ou d'un peu de demande. C'est pour ça que des gens comme Stiglitz, l'américain, le Nobel d'économie américain, Stiglitz, qui est très pour l'Europe, très pour l'intégration, il dit votre système, ça ne peut pas marcher, ça va casser. Mais il ne faut pas l'abandonner, c'est formidable. Donc il faudrait que vous repassiez par 4 zones euro différentes, avec des taux de change un peu différents, qui correspondent à des régions de compétitivité complètement différentes, pour casser le phénomène dans lequel c'est la compétitivité allemande qui dévore tout le système, en fait, puis les autres n'y arrivent pas. Donc Stiglitz, il propose de passer pendant un certain temps dans 4 zones, mais pour reconverger après. Le fait que des gens de ce niveau fassent des propositions de ce genre, ça veut dire que même des... Alors lui, c'est un Américain à fond pro-européen. Hein. Mais le fait qu'il dise ça, c'est qu'il est quand même soucieux de la situation actuelle, qu'il pense qu'il faut inventer quelque chose, que ça ne peut pas être uniquement la ligne actuelle et qu'il faut passer par ce détour. J'étais il y a quelques jours dans une réunion avec des grands chefs d'entreprise français, allemands et plusieurs d'entre eux franco-allemands d'ailleurs, double nationalité. Ils disaient mais il faut vraiment que l'Allemagne lâche un peu quand même. Il faut que l'Allemagne accepte de lâcher un peu. Ils ont une conception de ce qu'on appelle l'austérité, même quand il n'y en a pas beaucoup en réalité, qui n'est pas possible. Ils ont des excédents monstrueux dont ils ne savent que faire. Et donc il y a un truc qui ne va pas. La politique économique allemande est aussi absurde que la nôtre, en fait. Vous voyez ? Donc ça se dit de plus en plus dans les milieux industriels, d'entrepreneurs. Et je pense qu'il y a une synthèse possible. Voilà. Deuxième vague de questions. Alors tout là-haut, est-ce qu'on peut faire monter un micro ? Moi, je vais peut-être en profiter pour en poser une autre. Parce qu'il me semble que le décrochage des peuples, il est bien sûr, comme vous le dites, vis-à-vis de l'idée européenne, de la construction européenne. Mais il me paraît qu'il y a aussi un décrochage des peuples vis-à-vis de l'idée et de la réalité de la démocratie. Moi, ce qui me frappe sur ces 5 dernières années, c'est que le seuil de l'inacceptable a vraiment baissé. On accepte des choses aujourd'hui qui étaient inacceptables il y a 10 ans. Quand M. Haider, l'extrême droite, arrivait au pouvoir en Autriche en 2002, je crois,
eh bien, l'Autriche était suspendue de certaines formations du Conseil. Aujourd'hui, l'extrême droite est au pouvoir en Pologne, elle est au pouvoir en Hongrie. Le ministre des Affaires étrangères finlandais est d'un parti d'extrême droite, le parti des vrais Finlandais, et tout le monde trouve ça normal. Enfin, en tout cas, ça n'effraie plus personne. Donc moi, je me demande si, lié à ce décrochage vis-à-vis de la construction européenne, il n'y a pas aussi ce décrochage vis-à-vis de la démocratie, et d'ailleurs celui-ci expliquant celui-là. Alors, attendez, avant, monsieur. Oui, moi je voudrais poser une question tout à fait dans cette lignée. J'ai l'impression forte, et je ne dois pas être le seul, que les citoyens ne votent plus de façon ni rationnelle ni réaliste, mais en fonction de l'humeur du moment, pour ne pas dire autre chose, du dernier bruit sur la toile. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ce phénomène qui conduit à des absurdités totales, c'est-à-dire des peuples qui finalement peuvent choisir la pire des solutions parce que les citoyens votent absolument n'importe comment. Et oui, une dernière question. Une question sur la dimension que vous n'avez pas abordée dans votre... enfin, que je n'ai pas senti dans votre conférence, dans votre exposé, c'est l'Europe de la défense. Alors, certes, ce n'est pas le thème de la conférence précis, mais finalement, l'effet Trump, c'est qu'il peut nous réveiller sur ce plan-là, puisque si des engagements américains il y a ou il y aura, la question est maintenant comment vous verriez cette constitution d'une Europe effective de la défense, avec en plus, évidemment, l'impact du Brexit, qui touchait notre deuxième partenaire, la Grande-Bretagne. Alors, je vois d'autres doigts soulevés, mais comme je voudrais respecter le temps et qu'il reste à peu près un quart d'heure, on va d'abord prendre ces 3 questions et on verra après. Non, après. Alors, une autre là, monsieur. Juste là, juste devant, monsieur. Là. Oui, merci. Oui, je voudrais justement évoquer le fait que vous n'avez pratiquement pas parlé justement du Brexit et aussi de l'attitude de l'Écosse, de l'Irlande, par exemple, qui pourrait remettre en question, en partie en tout cas, la façon dont on peut traiter cette sortie des Britanniques de l'Europe. Voilà. Vous savez, il y a énormément de questions dont je n'ai pas parlé. Hein, c'est pas... Comme ça, vous reviendrez une 4e fois l'année prochaine. J'ai pas fait un préambule de 6 heures exhaustif. Bon, je vais commencer par la dernière question. Sur le Brexit, honnêtement, je crois qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer, sauf que le résultat du référendum est clair et net. Madame May n'a pas le choix. Elle est obligée de respecter le vote, en tout cas pour le moment. Mais une fois qu'on a dit ça, on peut écarter aucune hypothèse en se projetant dans l'avenir. Vous voyez, on n'arrive même pas à prédire une élection 3 mois avant. Bon, confusion générale. Donc, dans un an et demi, 2 ans, qu'est-ce que vont penser les Britanniques? On peut avoir l'hypothèse où finalement ils arrivent à construire le Brexit. Ça marche. Ils arrivent à gérer ou pas l'affaire écossaise. Si ça marche, c'est désastreux pour l'Europe, par ailleurs. Si on peut démontrer qu'on peut sortir, la négociation est compliquée, mais qu'il y a une autre voie possible, plus mondialiste, enfin autrement, là c'est extrêmement compliqué en Europe de résister aux remises en cause. Si le Brexit ne marche pas bien, c'est catastrophique pour la Grande-Bretagne. Et dans ce cas-là, moi je n'exclus pas complètement, j'ai aucun élément, c'est de la pure... c'est de la réflexion comme ça à haute voix et c'est de la pure intuition. Je n'exclus pas que la Grande-Bretagne dise dans 1 an ou 2, on a eu le mandat par le référendum, on a négocié la sortie radicale, ça ne marche pas. C'est insoluble, c'est trop compliqué. On n'y arrive pas. Et moi, je n'exclus pas que le Parlement, dont il est prévu dans les textes de Mme May, qu'il a le dernier mot quand même, dise, bon, on a loyalement essayé d'appliquer ça, mais ce n'est pas possible. Encore une fois, c'est le contraire exact de ce qu'on entend. Hein. On a l'impression qu'on est parti pour une séparation irrémédiable, etc. Mais dans 2 ans, qui peut savoir? Et du côté européen, aujourd'hui, ce qui domine, c'est l'idée d'être inflexible, de rien leur lâcher, ils n'auront pas le beurre et l'argent du beurre, etc. C'est même un peu punitif. Bon, dans 1 an ou 2, que dira l'Allemagne là-dessus?
Moi, j'exclus pas que l'Allemagne dise à un moment donné, après tout, c'est absurde de se priver de la Grande-Bretagne. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un compromis à trouver? Encore une fois, c'est le contraire exact de ce qu'on entend en ce moment. Mais qu'est-ce qui est capable de dire dans quelle situation générale, dans quelle ambiance on sera en 2018-19? Je ne sais pas. Mais tout est possible, hein, y compris la séparation radicale, y compris l'éclatement du Royaume-Uni. Tout est possible. Donc je ne peux pas dire plus à ce stade. Alors, l'Europe de la défense. Puis je terminerai par votre question qui est plus philosophique, qui est insoluble. Hein, mais... L'Europe de la défense. Je rappelle une nouvelle fois qu'après la guerre, ce sont les Européens qui ont demandé aux Américains de revenir face à Staline. Quand De Gaulle disait « l'armée rouge n'est qu'à 2 étapes du Tour de France de Paris ». Et les Américains ne voulaient pas. Le Sénat ne voulait pas s'engager dans une alliance avec un article 5 contraignant. Ils ne l'ont jamais fait. Donc finalement, ils l'ont fait. Ils ont dit « bon, on revient, calmez-vous ». Après, il y a eu la guerre de Corée. Donc les mêmes Européens disent « mais c'est épouvantable, on a une alliance atlantique sur le papier, mais on n'a aucune organisation, et les soldats ne sont pas là ». D'accord, on va faire l'organisation, le haut de OTAN. Mais c'est nous qui contrôlons tout, parce que vous nous avez déjà engagés 2 fois, enfin vous les Européens, dans des guerres mondiales, ça va comme ça. Donc les Américains reviennent, font l'OTAN, le général Eisenhower s'installe à Marne-la-Coquette, et les Européens sont immensément soulagés. Soulagés. Et ils n'ont jamais eu l'idée de faire une Europe de la défense. Mais mon Dieu, quel effort compliqué, c'est très cher, et qui va décider quoi, etc. Bon, alors évidemment, en France, il y a une autre culture qui s'est développée. À partir du moment où De Gaulle a quitté les organes intégrés, après avoir négocié pendant des années, il n'a pas claqué la porte. Il a essayé pendant des années d'avoir une amélioration du fonctionnement de l'Alliance, que ce ne soit pas simplement la courroie de transmission du Pentagone. Il n'a rien obtenu, parce qu'il avait une grosse brute qui était Johnson en face. Il aurait eu Nixon et Kissinger, qui étaient pleins d'admiration pour De Gaulle, il aurait obtenu un compromis, à mon avis. Enfin, ce n'est pas les mêmes époques. Donc, finalement, De Gaulle sort. Et à partir de là, il y a l'idée française qui est réactivée de temps en temps par des présidents ou des ministres, qu'on va faire l'Europe de la défense. Les autres Européens disent « mais vous marchez sur la tête. On n'en a absolument pas les moyens, c'est beaucoup trop cher. Et puis comment on va s'organiser, qui va faire quoi, tout ça ?» Ça n'a pas bougé, en fait. Ce n'est pas parce qu'on a fait 10 000 discours que ça a bougé. Donc quand on parle d'Europe de la défense aujourd'hui, on emploie un mot excessif qui fait renaître des espérances qui ne seront pas satisfaites. Ou alors on parle de choses plus concrètes, pourquoi pas, plus de coopération industrielle, très bien, de coopération technologique, je suis à fond pour. J'ai fait partie des ministres qui étaient dans la jeunesse de l'affaire Airbus, c'est très très bien. Ou alors, dans le meilleur des cas, on pourrait avoir une force de projection européenne qu'on pourrait envoyer par exemple au Mali pour que la France ne soit pas seule, puisqu'elle y était à la demande de tout le monde. Bon. Mais ce n'est pas la défense de l'Europe, ça. Donc il ne faut pas parler d'une Europe de la défense capable de défendre l'Europe. On n'est pas capable. Non seulement il faudrait monter à 2% les budgets de la défense partout, ou plus, même, il n'y a que la Grande-Bretagne, je crois, qui, en gros, dans les gros qui y arrivent. Les États-Unis assument encore aujourd'hui 70% de la défense. Puis même si on y arrive, on va s'organiser comment? Qu'est-ce qui va être le chef de tout ça? Qu'est-ce qui va être le commandant en chef? Et on fait la guerre ou pas? Il prend les ordres de qui? Du Conseil européen qui va se réunir pendant 3 jours, tout ça? Donc c'est un leurre, en fait. Je dis ça, je suis désolé d'avoir à dire ça. Hein. Je suis désolé, mais comme je trouve que sur ce sujet comme sur d'autres, il y a souvent des objectifs inatteignables, irréalisables, qui sont répandus avec démagogie, je trouve qu'il faut dire la vérité des choses. Mais je suis quand même pour qu'on augmente les budgets de la défense, je suis pour qu'on ait des capacités d'intervention dans les opérations de maintien de la paix, des choses comme ça. Si après les peuples européens veulent aller plus loin, si on en a marre de Poutine et Trump, très bien, très bien. Mais il faudra régler des questions très compliquées de qui est le général en chef dans une vraie opération. Je ne parle pas des opérations ONU, maintien de la paix. Voilà, donc c'est un long chemin. J'aimerais que ce soit possible. Je ne le vois pas pour le moment. Alors, la question de la démocratie. Bon, c'est vrai que le décrochage des peuples, c'est par rapport à une Europe trop intrusive qui ne s'occupe pas d'eux. C'est par rapport au commerce international, la mondialisation. Mais il y a aussi ce dont vous parlez.
c'est un vrai vieux débat. La démocratie, c'est le peuple a raison, point. Oui, mais le peuple a élu Hitler, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, on interdit les élections, il va y avoir une sorte d'Hitler qui va arriver, mais comme on le sait avant, puis une fois qu'il est élu, qu'est-ce qu'on fait? C'est insoluble. C'est insoluble. D'ailleurs, Churchill concite toujours, parce qu'il a dit la démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Tout le monde connaît ça. Il y a une autre citation qui est moins connue. La seule chose qui peut faire désespérer de la démocratie, c'est 5 minutes de conversation avec un électeur moyen. Je veux choquer aucun électeur dans la salle, mais c'est également Churchill. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et les exemples que vous prenez là, quand les Autrichiens, ils en ont marre d'être gérés par la droite et la gauche, qui sont ensemble à faire leur magouille depuis 50 ans. Donc ils sont prêts à voter n'importe quoi pour sortir le système. Même écologistes ne sont pas du tout écologistes. Hein. C'est pas parce qu'ils ont élu un président écologiste ou qu'ils auraient été fascistes s'ils avaient élu l'autre. Ils veulent sortir du carcan. Quand il y a eu une alliance de Schussel, qui avait fait alliance avec l'extrême droite de l'époque, où vous citiez... C'est sûr que c'est le nom, oui. D'ailleurs, Schussel me disait, tu vois, je vais essayer de faire comme Mitterrand a fait avec les communistes pour les réduire, tout ça. Bon. Alors, il y a eu un semblant d'indignation en France, à peu près uniquement en France, et c'est tout. Puis les gens ont dit, mais c'est ridicule, c'est une manœuvre tactique, et puis d'ailleurs, ça n'ira pas loin, et puis d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Donc, on peut réserver l'indignation sur la violation des principes démocratiques fondamentaux quand on a affaire quand même à une violation géante, massive, dangereuse, etc., etc. Mais ça ne règle pas la question. Parce que vous ne pouvez pas déterminer, même si vous avez le sentiment qu'on s'accommode trop d'entorse à nos valeurs dites fondamentales, vous ne pouvez pas savoir où est-ce qu'on met le curseur, en fait. Hein? Est-ce que Trump doit être déclaré inéligible? Pourquoi? Pour vulgarité, parce qu'il a mal parlé des minorités, tout ça? On ne sait pas. Bon, c'est pas Hitler, hein, mais il n'y a pas de réponse claire à la question. Sauf que moi, je vois, et là on se rejoint un peu, je vois un vrai risque quand même, mais qui n'est pas celui des valeurs bafouées et tout ça. C'est le fait que dans les démocraties modernes, il y a de plus en plus de gens qui ne se reconnaissent plus dans la démocratie représentative. À l'origine, on élit quelqu'un, c'est il y a longtemps. Puis après, il va à cheval à la préfecture, où il prend le train, bon, il va à Paris voter des lois. Donc on lui confie un mandat, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Si on n'est pas content, on le change après. On est représenté par cette personne-là. Tout le système de la démocratie représentative. Mais à l'époque moderne, où les gens sont surinformés, où on se déplace facilement, ils sont au courant de tout, à chaque minute, ils élisent quelqu'un le dimanche et le mardi, ils se sentent trahis. Parce qu'il a nommé quelqu'un qui n'était pas celui qu'il fallait, parce que je ne sais quoi. Donc il y a une espèce de pulsion vengeresse de démocratie directe, qui est technologiquement possible. Ce n'est pas simplement des petits cantons suisses. Tout le monde a un engin comme ça. Donc on peut vous questionner tous les jours. Il y a eu hier un crime atroce. Aujourd'hui, tac, je rétablis la peine de mort. Demain, je dis non, ce n'est pas mes idées quand même, c'est embêtant. J'annule la peine de mort, totalement. Et puis la guerre ou la paix, non, je ne suis pas pour la guerre. Moi. Ah oui, mais on est menacé quand même, c'est embêtant. Bon. Donc, technologiquement, ce n'est pas impossible qu'on consulte tout le monde tout le temps, aujourd'hui, et qu'il s'établisse une sorte de dictature instantanée de tous sur chacun, soumis aux pulsions de ce qu'on a entendu, et les réseaux sociaux, et tout ça. Et il n'y a même pas de tyran qu'on puisse aller assassiner. Et là, l'Église avait développé la justification du tyrannicide, dans certains cas. Mais il n'y a même pas de tyran, là. Le tyran, c'est tout le monde. Donc, il me semble que la démocratie représentative est beaucoup plus menacée par ça que par quelques guignols d'extrême droite, et qu'il y a un vrai problème, et qu'il faudrait une démocratie participative, qui n'est pas la démocratie directe permanente, hein, très vivante, mais très organisée en même temps, tout en réhabilitant l'importance, l'unité, la dignité des élus, qui représentent leurs électeurs pendant un temps donné. Moi, je ne crois pas qu'on puisse mettre à la poubelle la démocratie représentative. Sinon, on ne sait plus où on est après. Ça me paraît, vous voyez, encore plus dangereux. Mais ça rejoint votre remarque, qui est que les peuples se sentent mal à l'aise sur la forme qu'a pris la construction européenne. Ça peut être corrigé, je pense, moi. Par rapport à l'ouverture mondiale, oui, si c'est encadré. Par rapport aux migrations, oui, c'est rattrapable si c'est géré.
Si c'est géré, si on ne fait pas simplement la morale aux gens, mais on leur dit c'est géré, bon, voilà, on gère ça avec les pays de départ et de transit, le droit d'asile c'est différent. Enfin, il faut donner les gens le sentiment que plus rien n'est géré, vous vous rendez compte? Une espèce de pétaudière générale, et ils sont à l'abandon, et donc ils votent pour des choses extrêmes auxquelles ils ne croient pas du tout, mais qui sont une façon de se tirer des sonnettes d'alarme. Donc c'est à la fois préoccupant, mais sur chaque point, à mon avis, il y a des chemins possibles. Merci beaucoup pour, malgré tout, ce discours d'optimisme mesuré. Merci infiniment. Super. Bon. Et en plus, vous êtes parfaitement à l'heure. Mais oui, je retrouve. Toujours un peu. Non. Non, mais comment dire? Oui.